Bonjour et bienvenue pour ce nouveau 7-8 Week-end, votre magazine dédié à vos sorties et vos loisirs au sommaire. Les écuyers de Bartabas remontent en selle pour proposer une nouvelle version de leur spectacle La Voix de l'écuyer. Et photographier les animaux à travers le monde, c'est ce qui attire Philippe Boll. Ce photographe yvelinois nous parlera de son travail et de sa passion. Mais tout d'abord, on va s'intéresser à la 10e édition de la Semaine Femmes du Monde de la commune de Manille-la-Hameau. Cette année, le thème, ce sont les peuples nomades. De nombreux ateliers, des expositions, des rencontres sont proposées. Et pour en parler, Thérèse Malem, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au maire à la communication et à la démocratie locale. Et Catherine Laine, bonjour à vous. Vous êtes comédienne et metteur en scène et vous êtes notamment en charge d'une rencontre le jeudi 10 mars, dont on parlera un peu plus précisément tout à l'heure. Tout à fait. Thérèse Malem, déjà, pourquoi proposer 2 semaines d'animation autour de la femme ? Eh bien, écoutez, en lien donc, avec la journée de la femme prévue le 8 mars, à Magny-la-Hameau, en fonction de la politique sociale et culturelle, nous avons voulu développer un peu, augmenter un peu ce regard sur les femmes. Et sortir du seul 8 mars. Voilà, seul 8 mars, je veux dire, bon, c'est tellement peu, donc 15 jours, pour nous, ça nous semblait important de pouvoir partager, et puis surtout aller vers les femmes du monde. Et ne pas se concentrer simplement sur la femme. La femme européenne, peut-être qu'on connaît tous. Exactement. D'accord. Et cette année, ce sont les peuples nomades qui ont un rythme de vie un peu particulier. Vous souhaitiez le mettre en avant aussi ? Tout à fait. Alors ça, c'est dans le cadre de la démocratie participative. Nous avons chaque année notre conseil de centre qui travaille sur les sujets de l'année suivante. Et donc, on choisit ce peuple nomade, ce peuple Imba, qui ont de grosses difficultés dans leur quotidien. Voilà. Les Imba qu'on a pu découvrir il y a quelques années dans une émission sur une grande chaîne nationale, puisqu'ils étaient les héros de Rendez-vous en terre inconnue avec Frédéric Lopez et Muriel Robin. Et il y a une exposition qui dure jusqu'au 13 mars. Oui. Vous pouvez me la présenter un petit peu, cette exposition ? Écoutez, vous pourrez la découvrir. J'invite tout le monde, tous les Manicois à venir la découvrir à l'Estaminet, donc à partir du lundi 29 février. Voilà, donc là, vous voyez un peu tout le quotidien de ce peuple, sachant que c'était quand même un peuple matriarcal qui est quand même non négligeable et puis quand même assez révélateur. Et j'invite vraiment tout le monde à venir lire et découvrir cette population très riche aussi. On pourra y voir quoi ? Des photos ? Des photos, du texte, leur rituel de mariage, les transmissions de génération en génération, comment ils vivent, ce qu'ils mangent. Surtout qu'elle a été réalisée par une grande ethnologue qui est spécialiste de ce peuple-là en particulier. D'accord. Donc, et il y a aussi des ateliers, des veilles musicales, des percussions, des débats. Mais vous visez quel âge ? C'est pour les enfants, les adultes ? Alors, tous les ateliers sont ouverts à toutes les tranches d'âge. Donc, il y aura beaucoup pour les enfants, mais nous voulons que les parents participent. Donc, nous avons mis au point un prix symbolique donc de 2 € pour certains ateliers et la gratuité pour les parents, justement pour les encourager à venir participer et puis que ça soit un peu intergénérationnel. Participer à des activités en famille, c'est très important. Et il y a beaucoup d'originalité dans les ateliers, effectivement. Donc il va y avoir l'éveil musical, vous allez avoir les ateliers de percussion, les ateliers de tissage. Vous allez avoir la journée du 5 mars où il y aura l'installation d'une yourte. Qui est une tente. Qui est une tente de Mongolie. L'habitation en Mongolie. Cette tente, donc, elle sera installée de 10h à 12h devant le public. Donc voilà, les gens pourront apprendre et voir un peu comment s'installent ces Ceux qui ont l'habitude de bouger assez régulièrement, parce qu'ils la démontent aussi. Oui, tout à fait, exactement. Donc voilà, il faut que ce soit quelque chose de simple et facile pour pouvoir se déplacer. Ensuite, il y aura des cours de calligraphie. Voilà. Et puis alors de la danse, des massages. Une vraie ouverture au monde. Exactement. Une vraie ouverture et aussi, ce que vous mettez, c'est pour faire participer les Manicois, mais vous les mettez aussi en avant. Catherine Laine fait partie de ce rendez-vous-là, le 10 mars. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, je précise tout de suite, c'est le 10 mars à 14h, parce que sur le programme qui est en ligne, c'est annoncé à 19h. Donc, je rectifie l'horaire, j'en profite. C'est de 14h à 16h le 10 mars à l'Estaminet. Donc, en fait, c'est la ville et le centre social qui m'ont demandé de mettre en scène ces femmes du monde. Mais il y a 2 hommes également qui vont participer. En fait, les participants sont dans un atelier sociolinguistique qui est encadré par des bénévoles, que je salue d'ailleurs parce qu'ils font un travail magnifique, et donc qui les entraînent à apprendre le français,
à l'écrire, à le dire, à l'oraliser. Voilà. Et moi, donc ils ont écrit des petits textes en collaboration avec leurs intervenants. Et ces petits textes, je les mets en scène. Je les aide donc à se présenter. Je pense que pour eux, c'est extraordinaire parce qu'effectivement, c'est une façon tout d'un coup d'être en présence. C'est un petit défi à relever, d'articuler le français, de le jouer, de le parler fort. Voilà, j'ai fait une petite scénographie pour qu'ils soient tous mis en valeur. C'est ça, Madame Malène, de mettre en avant aussi ce qui se fait à Manille, les gens qui y vivent, les gens qui y travaillent, les associations. C'est très important pour nous. C'est ce qu'on fait régulièrement, justement. C'est quand même le cœur de tous et ce sont les habitants de la commune. Ça a été de longues répétitions, comment ça s'est passé? Non, c'est sur un temps très court. En fait, ils viennent, il faut que je m'habitue à dire ça, ils viennent le jeudi de 14h à 16h. Donc moi, je suis venue répéter avec eux sur leurs horaires. Et ils répètent sans moi aussi un petit peu avec leurs intervenants. J'ai proposé un cadre, une mise en scène. Et donc à l'intérieur de ça, on va retravailler là, le 3 mars avant... la prochaine, donc voilà, l'ultime point, le 10 mars. Des petits détails à régler, peut-être oui, de la il y a timidité encore, à voilà, combattre encore. Je vais amener de la musique aussi, donc il y a des petites danses que j'aimerais intégrer, que nous allons régler jeudi. Voilà, c'est toute une aventure. Donc les personnes viennent du Maroc, de l'Algérie, du Niger, du Vietnam, du Portugal, de Corée. Au monde. Voilà, et donc femmes du monde, enfin, parce qu'elles sont quand même essentiellement, ce sont des femmes, hein, voilà, essentiellement. Elles vont pouvoir aussi faire partager peut-être leur expérience, des pays d'où elles viennent. J'espère, oui, j'espère. Mais là, pour l'instant, les petites scénettes sont pour les peuples nomades. On a travaillé sur le Sahara. Donc les peuples Touaregs, et puis une deuxième partie sur les peuples nénètes, voilà, les peuples du Nord qui se déplacent également. Donc le chaud et le froid. Le chaud et le froid, et puis je le disais tout à l'heure, c'est la 10e édition. C'est un beau succès finalement. Exactement. Pour que vous la refassiez. C'est une belle réussite, ans. exactement. Et nous espérons pouvoir poursuivre les années suivantes. On parlait du prix tout à l'heure. Alors, oui. Pour des questions pratiques, il faut s'inscrire. Il y a des choses qui sont déjà complètes. Oui, alors les ateliers de tissage sont déjà complets en début de semaine prochaine. Donc vraiment, j'invite les gens à aller s'inscrire au centre social. Donc je communique le numéro de téléphone, le 01 30 52 22 00. Voilà, il reste quelques places dans tous les ateliers. Et j'insiste sur la journée du 8 mars, où il y a donc le ciné-débat, donc la projection du film Femmes de rock, vraiment un très beau documentaire suivi d'un débat. Je pense que ce sera très intéressant justement de pouvoir échanger, partager et se rendre compte de l'émancipation de la femme, qui n'est pas toujours facile dans certains pays. Eh bien, merci toutes les deux d'être venues en plateau pour nous en parler. Je souhaiterais, pour terminer, remercier tous les partenaires qui nous aident à travailler sur ce projet, car vraiment, sans eux, voilà, on aurait du mal. Donc, tous ensemble, on y arrive. Et pour aller à la rencontre de ces partenaires, la programmation est à retrouver sur le site de la commune. Je le rappelle, c'est du 29 février au 13 mars. Si vous y allez, les peuples nomades n'auront plus de secret pour vous. Alors là, on change complètement de sujet puisqu'on part à l'Académie équestre de Versailles. Elle débute sa saison avec un nouveau spectacle. Les écuyers de Barthabas remontent en selle dans le manège de la grande écurie du Château Royal. Ils proposent un nouvel opus du spectacle La Voix de l'écuyer. Cette année, il y a de l'attelage. Florane Parfait nous en donne un aperçu. Ils ont repris en musique le chemin du manège, les 8 écuyers et leurs chevaux à nouveau réunis dans un ballet envoûtant et chorégraphié par Barthabas. Le spectacle La Voix de l'écuyer existe depuis 2003, mais chaque année, il s'enrichit au gré des envies et des expériences de la compagnie. L'attelage, c'est la grande nouveauté de cette saison, une discipline nouvelle pour les chevaux et pour les écuyers. Il leur a fallu 1 an pour mettre ce tableau en place. Il y a plus de mouvements possibles. Les chevaux, une fois dressés, peuvent piaffer, pirouetter sous la voiture et tourner autour de son axe que ne peuvent pas faire les chevaux normalement à l'attelage. Donc entre la construction des voitures, l'adaptation du matériel qu'on a fait ici sur place, ça a pris un petit peu de temps, plus le dressage des chevaux qui est à la base de l'attelage, c'est pas notre discipline particulière. Les figures de dressage traditionnelles comme le carrousel lusitanien sont toujours présentes. Elles se mêlent à d'autres disciplines comme l'escrime, le kyodo, le tir à l'arc japonais ou encore le chant.
Il y a eu pas mal d'évolutions dans les chorégraphies, que ce soit pour le travail aux longues graines, le carrousel, le trio. Après la représentation, les spectateurs se pressent dans les écuries. Amateurs de chevaux ou novices, ils viennent parfois de très loin pour voir le travail de Bartabas. J'ai réservé mes billets sur Tours et je suis arrivée ici exclusivement pour ça. Alors si le spectacle vous tente, les écuyers et leurs montures offrent chaque week-end de représentation, le samedi à 18h ou le dimanche à 15h. Vous faites peut-être partie de ceux qui, lorsqu'ils voyagent, aiment faire de la photo. Philippe Boll, lui, en a fait un art. Il est photographe yvelinois et capture les moments de vie des animaux à travers le monde. Et il nous a rejoint en plateau. Bonjour. Bonjour. Et à chaque fois que nous parlons de photo, vous êtes là, Claude. Bonjour Mélanie. Bonjour. Je le rappelle, vous êtes le président de l'Union régionale photographique. Oui, et la cette Fédération semaine photographique de France. Et cette semaine, on a décidé donc de parler du travail de Philippe Boll. Pourquoi ? Mais écoutez, Philippe donc, est un photographe que je connais depuis un certain temps. C'est un photographe qui est un photographe animalier. Donc Philippe, je sais, a une très très grande passion pour la photo animalière. Il a ce côté aussi environnemental, si vous voulez. Donc il parle aussi des destructions que peuvent faire l'homme à travers, si vous voulez, l'utilisation de tout ce que nous avons aujourd'hui. Et c'est pour ce fait que, si vous voulez, on l'a invité sur le plateau qui vienne nous parler, si vous voulez, de la photo animalière et surtout comment il la pratique. Et justement, alors, Philippe Boll, qu'est-ce qui vous attire ? C'est le mouvement, l'animal en lui-même ? Les animaux sont... Il faut d'abord, dans un premier temps, déjà bien connaître le terrain, savoir où on va. Et connaître le comportement des animaux avant de les photographier, c'est essentiel. Pour leur comportement et aussi pour la nature, c'est-à-dire ne pas les déranger. Quand on ne connaît pas trop, on peut effectivement déranger les animaux et ce n'est pas le but. Prendre des photos, tout n'est pas permis, quoi. Il faut quoi ? Il faut beaucoup de patience. Il faut de la patience, il faut la connaissance du terrain et puis surtout ne pas déranger parce que les animaux... si on les dérange, on ne les reverra plus. Même dans un affût, il faut être très très prudent, se faire très très discret. Et surtout, ce que je dis souvent, c'est de ne pas la photo à tout prix. C'est-à-dire que la photo, elle est réalisable quand on est dans des... tout se passe bien, quoi, qu'on ne va pas déranger. Voilà. Donc, faire très attention. Vous parliez de préparation. Dans quel sens vous vous renseignez auprès de personnes ? Vous allez d'abord faire des repérages ? Comment ça se passe ? Oui, tout à fait. C'est essentiel, le repérage, tout à fait. On ne peut pas, en billboard, bon, ça arrive quelquefois qu'on tombe sur un sujet, mais il faut bien connaître le terrain, savoir... et se faire conseiller. Effectivement, des fois, il y a des sorties qui sont faites par la LPO, enfin des... La Ligue de protection des Et là, on peut déjà commencer à discuter avec les gens sur le terrain, voir. Voilà. Et puis, c'est rarement du hasard, la photographie animalière. Ça marche que pour l'animal, la préparation, ça marche ? Je pense que ça marche aussi pour bien d'autres choses, si vous voulez. Ce que disaient des gens comme Willy Ronis, qui est mort en 2009, il disait que qui était un photographe humaniste, si vous voulez, il disait, on découvre un endroit avec une belle lumière, et on se met devant et on attend qu'il se passe quelque chose. Si vous voulez, je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, les photographes, on est dans l'immédiateté, c'est-à-dire qu'on appuie sur le bouton. On fait de la photo, ce que j'appelle spontanée, et parfois une photo un petit peu plus réfléchie serait intéressante. Mais je voudrais quand même revenir, si vous voulez, sur le travail de Philippe, que je vois évoluer quand même depuis pas mal de temps, et je crois qu'il a des maîtres, si vous voulez, dans la matière. Vincent Munier, je crois qu'on peut le citer. Il y a aussi Kyriakos, que je pense qu'un jour on pourra accueillir sur ce plateau, si bien sûr si vous pensez que c'est intéressant, mais qui vont donner, si vous voulez, parce que photographier un animal, c'est bien, mais lui donner de l'émotion, si vous voulez, parce que les animaux ont aussi des émotions, et c'est essayer, si vous voulez, de prendre cette émotion. Peut-être que Philippe peut nous en parler mieux que moi. Oui, exact, oui, c'est vrai. Disons que la photographie animalière, comme le pratique Vincent Munier ou Kyriakos, que je connais très bien, ils ont mis une touche un petit peu artistique dans leurs photos. Alors c'est intéressant, bien sûr, parce que ça permet à de plus grand nombre de personnes de les intéresser à la nature. Hein, parce que la nature, non seulement c'est intéressant sur deux choses, c'est qu'il faut absolument la protéger, et le fait d'avoir des magnifiques photos,
ça induit le respect de la nature. Ça Donc, amène c'est le très message de la important. protéger pour Voilà. qu'elle reste dans Tout à comme fait. ça. Et le fait de la photo artistique, ça peut toucher un plus grand nombre de personnes que ceux qui sont vraiment uniquement en nature. C'est vrai, comme dit donc Claude, la photo animalière, ça peut être du reportage. Et puis, on peut aussi affiner la photo pour la rendre plus artistique. Et ça, c'est vraiment des photographes qui ont réussi. Ils vous C'est inspirent. vraiment des réelles photos extraordinaires. Claude parlait aussi de l'émotion. Il y a une photo qu'on m'a envoyée, moi, que j'ai trouvée absolument magnifique. C'est cet ours polaire avec ses petits. Ah oui, avec Est-ce ses que vous petits. pouvez m'en parler un petit peu de cette photo? Eh bien, cette photo a été prise au Svalbard au mois de juin. Donc c'est un mois un peu pénible pour les ours, surtout quand ceux qui sont en dessous du 80e parallèle, parce qu'il y a un manque de glace qui est évidente. Et pour la chasse, pour chasser, l'ours a absolument besoin de banquises, de glace. Donc là, cette maman ours, elle a ses 2 petits, et c'est beaucoup, 2 petits. Et il y a d'autres photos que je n'ai pas montrées parce que cette maman ours, c'est au mois de juin, elle est quand même très très maigre et a des grosses difficultés à nourrir ses petits. Donc c'est vrai que la photo est un peu idyllique, mais derrière, il y a quand même un gros problème de... C'est aussi un moyen de dénoncer ce qui se dénoncer, passe. Pas dénoncer. D'informer. D'informer, de ce que voilà. vous avez vu, parce que peut-être. bon, dénoncer, tout le monde sait que le réchauffement climatique actuel pose de gros problèmes, en particulier en Arctique où la fonte des glaces est quand même très très rapide. On était en Arctique, mais vous allez aussi dans des pays très chauds. On va voir une deuxième photo. Si je ne me trompe pas, elle a été prise au Kenya. C'est un rhinocéros. Ah, le rhinocéros. Ah, et oui. puis, c'est pareil, si vous pouvez m'en parler un petit peu. Mais ce rhinocéros a été pris au Kenya, dans le Masai Mara. Il était 17h, 18h, coucher du soleil, avec un orage, comme il y en a en Afrique souvent. Donc des belles lumières. Et puis, la mise au point est très très compliquée parce que là, le zoom, il fait un peu n'importe quoi. Donc c'est vraiment manuel pour arriver à capter l'effet de la pluie, du contre-jour, du soleil. Et puis, voilà, cette image, elle a beaucoup plu, elle a très très bien fonctionné. Mais vous parlez de la pluie. Pour des questions climatiques, comment vous faites pour tout ce qui est matériel? Alors là, au Kenya, on est en 4x4, donc on est couvert. En Afrique, ça se fait, l'Afrique à pied, mais c'est une autre démarche. Et là, on est abrité quand même. Et vous avez des projets futurs? Alors les projets futurs, actuellement, je travaille, ça fait la 3e fois que je suis parti en Arctique, et j'y retourne là au mois de mars, le 23 mars, pour la période hivernale. Donc ça fera la 4e fois. Donc j'ai fait le Svalbard sur les 4 saisons, au mois d'août, au mois de juin, au mois de septembre et au mois de mars. Alors je suis en train de préparer une exposition et puis un livre qui est en préparation. On vous sent très amoureux de la nature quand même. Oui, la nature, c'est vraiment un endroit où je me sens vraiment très très bien. Très très bien. Claude, le travail de Philippe Boll, c'est inspirant, c'est formateur pour un amateur? Je pense que c'est formateur, si vous voulez. Puis vous avez vu, il nous a parlé de ce qu'il aime, c'est-à-dire que protéger la nature. Je crois que, si vous voulez, c'est ça qui m'a touché, si vous voulez, dans sa démarche, parce que je connais quand même Philippe depuis quelque temps. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, j'ai pensé que ça pouvait être un invité intéressant pour les téléspectateurs de TVFil 78. Ça peut donner des idées. Et que ça peut donner des idées aux gens, si vous voulez, que pour qu'ils puissent regarder ce travail, cette photographie animalière autrement que, si vous voulez, en cliquant, en faisant... Alors, il est vrai qu'on peut faire de très belles choses avec son chat, avec son chien, mais, si vous voulez, ce sont des animaux domestiques. Là, Philippe nous montre quand même la diversité. Vous avez vu, vous, tout à l'heure, dans le filament de l'écran, cette espèce d'oiseau une espèce qui est très localisée sur le Kenya, en Ouganda, je crois, et Philippe, c'est ça. Ouais. L'oiseau à bec sabot. Et ce qui est intéressant, moi, quand il m'a montré ces images, c'est d'aller regarder, si vous voulez, c'est quoi cet oiseau que je n'avais jamais vu, et de découvrir, si vous voulez, ça permet aussi de découvrir quelque chose. Et je crois que nous avons déjà fait des expositions, si vous voulez, au centre de Saint-Quentin en Yvelines. Peut-être qu'on refera, mais que les enfants viennent voir pour qu'ils puissent s'imprégner, si vous voulez, de ce qu'est la nature et comment il faut la respecter. Qu'on ne voit voilà, pas chez nous. Ça.
Merci Philippe Boll d'être venu nous présenter votre Merci. travail. Claude, Mylène. on vous retrouve dans pas longtemps Ouais, pour voilà, nous c'est parler ça. du concours. On peut Du toujours concours. envoyer des photos? On peut toujours envoyer. Alors, je vous rappelle le thème qui était l'autoportrait. Alors, je dis bien, c'est pas faire des selfies, c'est de faire un autoportrait. Et nous avons reçu quand même de très belles choses déjà. Et on en attend encore. Et on en attend encore. Le dépôt est jusqu'au 7 mars. Et le résultat du concours sera fait donc le 11 mars. Sur ce plateau, ils nous remettront un petit cadeau donc à la personne qui aura gagné, si nous avons le plaisir de la recevoir sur ce plateau. Merci à tous les deux. N'hésitez pas à envoyer vos photos. On reste dans le thème de la photographie puisque jusqu'au 19 mars, la mezzanine de l'hôtel de ville de Guyancourt expose le travail de Barbara Pellerin. L'artiste présente des portraits grandeur nature de Guyancourtoises, Patrick Jacques de Dixmude et Sephora Namani. Une impression d'icône rendue par un contraste clair-obscur appuyé. Un travail de la lumière à la manière des peintres espagnols du XVIIe siècle. Des clichés de plein pied pris dans l'intimité pour rendre compte de 8 portraits, 8 parcours de vie issus du métissage culturel. Ce sont les étranges étrangères de Barbara Pellerin. La photo de plein pied, c'est l'occasion de faire du portrait, enfin de faire un portrait un peu complet, c'est-à-dire de la tête aux pieds, en prenant en compte le vêtement, la façon dont les femmes sont habillées, les pieds, qui sont assez présents dans la composition, les objets qui souvent sont posés sur le sol. C'est un cadrage qui est un véritable parti pris, à la fois parce que c'est un rappel à la picturalité, et en même temps parce que l'identité, c'est pas simplement le visage. Un travail manifeste de la richesse de la diversité culturelle auquel est attachée Barbara Pellerin. Artiste engagée, l'ancienne élève de l'école Boulle et de l'école nationale de la photographie à Arles prolonge ses recherches dans ses ateliers du Bel Air à Montreuil sur le thème de la binationalité. Une passion qu'elle partage également avec ses élèves du Conservatoire des Arts de Montigny-le-Bretonneux. Ce qui me plaît, c'est que c'est l'histoire de chaque femme, du coup, qui devient un patrimoine, parce que ces femmes vivent pour la plupart du temps depuis longtemps en France, elles ont eu des enfants en France, et elles ont une histoire qui est passionnante, parce que justement, il y a eu le voyage, pourquoi elles ont quitté leur pays d'origine, l'arrivée en France, et comment on se considère à la fois française et en même temps d'un pays étranger. L'exposition Étranges étrangères a été commandée par la ville de Guyancourt dans le cadre de la Journée de la femme. Elle est présentée à la mezzanine de l'hôtel de ville de Guyancourt jusqu'au 19 mars avec un vernissage prévu le 10 mars prochain. Et vous en avez maintenant l'habitude, chaque semaine, les libraires du pavé du Canal vous proposent une idée lecture. Cette semaine, le coup de cœur de Stéphanie Ferial est pour L'autre Joseph de Ketevan d'Avrichewi. On l'écoute. Alors, je vous présente le nouveau roman de Ketevan d'Avrichewi, L'autre Joseph, aux éditions Sabine Vespiezer, pour lequel j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. En fait, elle raconte l'histoire de son arrière-grand-père, Joseph d'Avrichewi, qui est né à la fin du 19e siècle en Géorgie, dans le même village, et quelques années après, un Joseph beaucoup plus connu, celui-là, qui sera Joseph Staline. Donc elle raconte en fait l'histoire dans une Géorgie encore très rurale de ces deux Joseph qui vont avoir une vie quand même assez parallèle dans une effectivement Géorgie rurale, également sous la coupe d'un voisin quand même assez omniprésent qui est la Russie. D'accord ? Et elle raconte notamment comment va naître leur conviction politique, leur ferveur surtout révolutionnaire et ce qu'ils vont devenir tous les deux. Donc on connaît ce qui va arriver effectivement à Joseph Staline, un petit peu moins effectivement pour son arrière-grand-père qui en soi va être avoir une vie de vrai personnage de roman. Il va être espion, il va faire partie des premiers pilotes de la Première Guerre mondiale. Voilà, donc c'est un livre absolument passionnant qui entremêle la petite et la grande histoire, assez sobre comme écriture, assez efficace, je dirais, parce que c'est effectivement assez court. Passionnant aussi sur l'héritage familial, parce qu'en fait, elle mène à la fois une enquête sur cet arrière-grand-père, qui est un personnage en fait plutôt trouble dans sa famille. On ne savait pas très bien, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas de lui, même si lui-même avait écrit un livre sur son enfance qu'il avait côtoyé avec Staline. Voilà, un super roman. Moi, j'ai eu vraiment un bon coup de cœur, passionnant, on apprend beaucoup de choses. Voilà, donc L'autre Joseph de Ketevan d'Avrichewi.
Et pour terminer ce 7-8 week-end, 2 rendez-vous. La serre aux papillons à la queue Les Yvelines a rouvert ses portes le 20 février dernier. Vous pouvez donc découvrir ou redécouvrir les centaines de papillons qui y vivent. Les horaires et tarifs sont à retrouver sur le site internet. Et pour les amateurs de football américain, direction le complexe sportif Europe d'Elancourt. Ce samedi, les Templiers affrontent les Dauphins de Nice. Voilà, le 7-8 week-end est terminé. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine pour encore plus d'idées loisirs et sorties. Et d'ici là, passez un très bon week-end.